savoir. Les cours du Collège de France. Aujourd'hui, Michael Edwards analyse les tragédies de Shakespeare. Ce qui m'intéresse dans la tragédie shakespearienne, comme d'ailleurs dans toutes les tragédies, c'est de poser la question: à quoi la tragédie aboutit-elle? Qu'est-ce qu'elle accomplit? Et afin de répondre à cette question, il serait bon d'étudier, pour commencer, la première tragédie de Shakespeare, qui semble avoir été Titus Andronicus. Mais il faut ajouter, vous le savez sans doute déjà, que nous n'avons qu'une idée très vague de la date et de l'ordre de composition de ces pièces. Titus Andronicus, cette tragédie est-elle décevante? Je vous rappelle, au cas où vous n'ayez pas la tragédie tout de suite à l'esprit, que Titus Andronicus, général romain, fait immoler le fils aîné de Tamora, reine des Goths, qu'il vient de vaincre. Et pour se venger, les deux autres fils de celle-ci, de Tamora, violent Lavinia, la fille de Titus, et lui coupent la langue et les deux mains. Titus se fait trancher la main pour sauver ses propres fils accusés de meurtre. Il tue un autre de ses fils pour des raisons d'honneur. Il tue Lavinia, sa fille, pour laver sa honte. Ce n'est pas gai. Et devant cette surprenante boucherie, on parle de l'inexpérience de Shakespeare. On suppose qu'il suivait la mode de la tragédie sanglante, parce qu'il y a effectivement beaucoup de tragédies qui ressemblent un peu à ce scénario au XVIe siècle. On hoche la tête avec des murmures de désapprobation. Certains essaient de sauver la pièce en faisant valoir le contraste entre toute cette horreur qui se répand sur la scène et le ton froid et cultivé du langage. Mais s'il est vrai que la poésie se détache de façon inattendue de ce que voit le spectateur, j'y reviendrai, cela n'explique pas cette omniprésence étrange du hideux. Certains proposent que c'est en partie la farce qui détermine l'accumulation des cruautés. Ce qui soulève bien la question fondamentale du rapport dans le théâtre de Shakespeare entre tragédie et comédie, sans pour autant faire comprendre son projet singulier. D'autres voient dans la pièce le déroulement de toute l'histoire de Rome, de sa fondation jusqu'à sa décadence. Et cette lecture synthétique, qui est en réalité très intéressante, me semble tout à fait universitaire, dans le sens qu'elle est tellement complexe qu'elle n'arrive pas à s'incarner dans les données de la pièce. Autrement dit, c'est une lecture d'intellectuels qui essaie de voir dans la pièce ce qui y est peut-être, mais même si toute cette complexité, cette tentative pour comprendre le sens et le déroulement de l'histoire romaine, de la monarchie à la République, à l'Empire, même si tout cela se trouve dans la pièce, il faut ensuite se dire que si c'est le cas, je ne pense pas que ce soit le cas, si c'est le cas, Shakespeare n'arrive quand même pas à faire incarner cela dans l'action de la pièce, les événements, les personnages, etc. L'appareil intellectuel écrase en quelque sorte le drame. Mais pour moi, il y a d'autres choses à dire. Dans un essai sur Sénèque, en traduction élisabéthaine de 1927,
T.S. Eliot estime que tous ces mots qui s'additionnent sont gratuits et inutiles, et que Titus Andronicus est, je cite, une des pièces les plus stupides et les moins inspirées que l'on ait jamais écrites. Il y a des moments où Eliot ne m'inspire pas tellement confiance, mais il se peut qu'il ait raison. Vu la diversité des regards sur Shakespeare, il convient de se méfier de ses propres jugements. Je pense néanmoins au début d'un fragment bien connu de Pascal. Quand on veut reprendre avec utilité et montrer à un autre qu'il se trompe, il faut observer par quel côté il envisage la chose, car elle est vraie ordinairement de ce côté-là, et lui avouer cette vérité, mais lui découvrir le côté par où elle est fausse. En fait, c'est très important cette phrase, j'aimerais bien faire tout un cours là-dessus. Et si on envisage les atrocités de la pièce, en supposant que certaines actions particulièrement révoltantes, comme plus tard dans le théâtre de Shakespeare, le supplice de Gloucester dans Le Roi Lear, n'ont pas de place dans l'art le plus élevé, ou qu'il est trop facile d'entasser des actes barbares, et que l'œuvre d'art a pour tâche non pas d'étaler, mais de comprendre le mal, si on envisage la pièce par ce côté-là, comme dirait Pascal, on va inévitablement la tenir pour une aberration, ou s'efforcer même, comme beaucoup de critiques, de montrer qu'elle n'est pas de Shakespeare. Peut-être existe-t-il cependant un autre côté à découvrir, et Shakespeare avait-il raison pour procéder ainsi dans la pièce où il explore pour la première fois le monde de la tragédie, et si je puis dire, la tragédie du monde. La question à poser n'est donc pas comment Shakespeare se laisse-t-il séduire par une férocité gratuite et inutile, mais plutôt à supposer qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Pourquoi choisit-il au tout début un mal excessif et sans remède? Dans l'essai d'autocritique ajouté à la naissance de la tragédie, Nietzsche parle, dans la traduction de Lacoue-Labarthe, d'une demande de laideur, de cette manière franche et rigoureuse qu'a l'ancienne Hélène de vouloir le pessimisme, le mythe tragique, l'image de tout ce qu'il y a de terrible, de cruel, d'énigmatique, de destructeur, de fatal, au fond de l'existence. Shakespeare voulait-il se précipiter aussitôt, non pas dans la beauté de la condition humaine, mais dans sa laideur, dans l'impensable de ce qui se fait parmi les hommes. Cela arrive quelquefois d'ailleurs dans la comédie. Le son d'une nuit d'été s'ouvre et il y a tout de suite un père qui entre en scène en disant que je veux, si ma fille ne m'obéit pas, qu'on la tue. Sans l'exaltation de Nietzsche, parce qu'évidemment dans la naissance de la tragédie il y a un contexte pour ce que dit Nietzsche de la laideur, etc. Sans l'exaltation de Nietzsche, Shakespeare cherchait-il à voir avec lucidité et sans rien voiler le mal que la tragédie se doit de reconnaître et de dépasser. On dit souvent que la tragédie ne permet pas au spectateur de s'aveugler sur le pire, de se protéger contre l'intolérable. Eliot oppose à Titus Andronicus Édipe roi, où Édipe se crève les yeux, et le passage dans l'Inferno de Dante, où Ugolin mange ses enfants. Et il a tout à fait raison de dire que chez Sophocle et Dante, quelles que soient les actions dénaturées qu'il raconte, je cite, il semble à la longue que l'esprit triomphe.
Et c'est en effet ce que nous voulons. Mais on peut penser aussi que ce triomphe de l'esprit, ce sentiment qu'un malheur effroyable a trouvé sa place dans une vision plus ample de l'univers moral et spirituel, constitue en lui-même une protection pour celui qui refuse de plonger d'abord dans la plénitude du mal. Et il se peut que Shakespeare ait voulu isoler l'horrible, ne pas procéder comme Sophocle, isoler l'horrible en refusant de le racheter de quelque manière que ce soit, afin de le contempler sans aucune distraction rassurante. Et n'est-ce pas pour cela que la violence de la pièce est en effet gratuite? Un paysan qui apporte une lettre de Titus à l'empereur ne paraît au 4e acte pour se voir condamné à mort. Ça se passe en un tournement. Et pour cela que l'horreur est constamment visible sur la scène, jusqu'à friser l'atrocement comique. Au moment où Marcus, frère de Titus, sort en tenant la tête coupée d'un des fils de celui-ci, accompagné de Titus qui tient la tête d'un autre fils dans la main qui lui reste, et de Lavinia qui serre la main tranchée de Titus entre ses dents. C'est intéressant, hein, vous riez. Hein. Et pour cela aussi que le langage est d'un réalisme si brutal. C'est ainsi que l'on rapporte la mort du fils de Tamora, sacrifié aux dieux. Alarbus limbs are lopped. Les membres d'Alarbus sont élagués. L'allitération de l'anglais exprimant une satisfaction grotesque. C'est ainsi qu'un autre fils de Tamora a parlé à son frère du mari qu'ils viennent de tuer et de sa femme qu'il se prépare à violer, traînant son mari dans un trou caché, que son trou mort soit l'oreiller de nos débauches. C'est ainsi surtout que parle Aaron, l'amant de Tamora, dans l'acte même de poignarder une femme et d'écouter son hurlement. Weak, weak, so cries a pig, prepared to the spit. Weak, weak, ainsi crie le cochon, apprêté pour la broche. Devant un art si volontairement ou involontairement rudimentaire, on a peut-être raison, je l'ai dit, de détourner les yeux en pensant à l'évidente supériorité d'Hamlet de Macbeth. Et si l'on choisit d'envisager la pièce d'un autre côté, il faut accepter aussi, pour le bien faire, une optique inattendue. Plus tard, dans Richard II, le conseiller Bushy parle des perspectives, des tableaux en trompe-l'œil, qui, lorsqu'on les regarde de face, ne montrent que des choses confuses, mais qui, si on les regarde obliquement, laissent voir une forme. Tout ça, c'est une citation de Bushy. Si on les regarde de face, on ne voit rien. Si on le regarde de biais, on trouve une forme. Bushy pense à des tableaux de l'époque de Shakespeare, équivoques ou apparemment inintelligibles, comme le portrait d'Édouard VI à la National Portrait Gallery, où le visage paraît bizarrement tordu si on le regarde de front, jusqu'à ce que l'on l'observe de biais. Shakespeare ne parle-t-il pas ici pour lui-même, afin de commenter son théâtre? On sait que le point de vue juste sur ces pièces est rarement celui qui semble évident, surtout, mais pas exclusivement, pour les Français, et que des générations de lecteurs y ont trouvé beaucoup de confusion, et que seule l'invention d'un nouveau point de vue, qui permet de lire par exemple le foisonnement des images, ou de comprendre le mélange d'éléments hétérogènes, réussit à faire saillir
la forme, la pensée complexe mais cohérente qui les régit. Dans le cas de Titus Andronicus, un regard de face montre une pièce franchement médiocre, alors qu'un regard oblique fait paraître un dessin intelligent, original et tout à fait sérieux. Vu de face, Aaron, l'homme animal qui organise le viol et la mutilation de Lavinia et qui trompe Titus en lui assurant que ses fils seront pardonnés s'il envoie sa main à l'empereur, n'est que le vice hérité du théâtre médiéval ou le scélérat du théâtre élisabétain. Vu de biais, c'est l'homme à qui on a enlevé non seulement la conscience et la compassion, mais toutes les contraintes, toute la dissimulation, toute l'ignorance de soi qu'impose ordinairement la civilisation, les habitudes et la crainte des autres. Terras astrea reliquit, dit Titus, au fond de la pièce. Astrée a quitté la terre. Il cite Ovide, qui imagine dans les Métamorphoses qu'Astrée, déesse de la justice, fuit la terre lorsque l'âge de fer s'installe. C'est cela, Titus Andronicus, un monde où la justice est absente. Aux cieux, s'écrie Marcus, devant l'angoisse de Titus, aux cieux, pouvez-vous écouter gémir un homme bon sans vous laisser fléchir ou le prendre en pitié? C'est toujours moi qui traduis, entre parenthèses, si je ne donne pas le nom d'un autre traducteur. Pouvez-vous écouter gémir un homme bon sans vous laisser fléchir et le prendre en pitié? Aux fils de Tamora qui veulent prier tous les dieux pour qu'ils protègent leur mère qui accouche, Aaron conseille de prier plutôt les diables, car, dit-il, les dieux nous ont abandonnés. Les convictions des personnages ne sont pas en général celles de l'auteur. Ce n'est pas Shakespeare qui croit avec Gloucester que les dieux nous tuent pour s'amuser, ou avec Macbeth que la vie est une histoire insensée racontée par un fou. Mais ici, rien ne dément Marcus et Aaron. Et les dieux sont aussi peu secourables que la nature. Shakespeare semble avoir enlevé tout ce qui peut nous rassurer devant la présence du mal, nous défendre de ce que la vie est capable de nous faire. Si Astrée a quitté la terre, cependant, et que les dieux ont abandonné les hommes, cela signifie non pas que la justice et les dieux n'existent pas dans le monde, mais qu'ils n'y existent plus. Cette disparition est essentielle pour le sens de la pièce et aussi pour ce qu'éprouve le spectateur. Celui-ci est peu touché, me semble-t-il, par le présent de l'action. Il est ému par les nombreux souvenirs d'un passé perdu. L'orientation vers le passé se voit surtout dans l'emploi de la fable de Philomèle, d'une autre histoire sauvage où Philomèle, après avoir été violée par Thérée, qui lui coupe la langue pour l'empêcher de parler, est transformée en rossignol. Les personnages de la pièce comparent constamment Lavinia, à qui on a coupé la langue, à Philomèle, mais l'avenir ne résonnera pas du chant de l'oiseau. Au contraire, alors que Philomèle devient musicienne, en prenant la forme de l'oiseau au plus beau ramage, il est dit que Lavinia était musicienne avant son viol et qu'elle ne l'est plus. Si le monstre qui l'a outragé, dit Marcus, avait entendu the heavenly harmony which that sweet tongue hath made, la céleste harmonie
que cette douce langue modulait, il aurait laissé choir son couteau. Il se serait endormi as Cerberus at the Thracian poet's feet, comme Cerbère au pied du poète de Thrace. C'est la musique perdue de Lavinia qui est comparée aux musiques les plus élevées, à l'harmonie des sphères et à la lyre d'Orphée, le poète de Thrace. Le même Marcus dira plus tard de la langue de Lavinia qu'elle a été arrachée à la jolie cage où, tel un doux oiseau mélodieux, elle chantait naguère sweet varied notes qui ravissent l'oreille. Lavinia était déjà comparable par la beauté de sa voix à un oiseau chanteur, et ses notes douces et variées étaient celles précisément d'un rossignol. C'est étonnant à bien y penser. La fable de Philomèle ou de Prognée, selon l'auteur, semble signifier pour Ovide, dans le 6e livre des Métamorphoses, pour Dante, dans le 17e chant du Purgatoire, pour T.S. Eliot, dans The Wasteland, à la fois la violence qui se trouve à la source de l'éloquence, de la poésie, de la musique, et la voix musicienne qui en triomphe. Shakespeare aussi, en comparant l'héroïne de son poème Le viol de Lucrèce à Philomèle, changée en rossignol, lui fait dire « Ma langue dira tout, mes yeux répandront des ondes limpides qui purifieront mon récit impur. » Dans Titus Andronicus, c'est autrefois que la beauté du chant se faisait entendre, et la violence survient, non pas pour la rendre possible, mais pour la détruire. Et dans une pièce où Lavinia entre en scène, saignant de la bouche et des poignets, et où Aro tranche la main de Titus devant les spectateurs, les moments encore plus étonnants sont de soudaines ouvertures vers la bonté du passé, vers un monde normal. On apprend que Lavinia, maintenant muette et effrayante pour son neveu, lisait autrefois au petit garçon Cicéron et la douce poésie. À la mort de Titus, qui vient d'égorger les fils de Tamora avant de les lui servir dans un pâté, son fils Lucius rappelle à son propre fils que son grand-père, ce même Titus, l'aimait bien, qu'il l'a maintes fois fait sauter sur son genou, maintes fois endormi, en le tenant contre sa poitrine et en lui chantant une berceuse, et qu'il lui a maintes fois conté de gentilles histoires. Il faut écouter ces passages au sein même de la pièce pour en sentir à la fois la fragilité et la poignante nostalgie. Le monde agréable, celui des contes pour enfants, de la belle poésie, de la vie chaleureuse en famille, de l'intimité entre les générations, est devenu une vision lointaine, un rêve presque irréel. Le monde a glissé dans le cauchemar, où l'on se souvient par moments de ce qui a tout le charme d'un âge d'or, d'avant l'âge de fer, d'un Éden, d'avant la chute. D'où l'importance, la force subite de 2 cris de Titus. Un messager lui apporte les têtes de ses fils et sa main coupée dont l'empereur se moque. Resté silencieux pendant que son frère puis son autre fils se lamentent et que Lavinia l'embrasse, il demande, pour lui-même et d'une voix qui semble venir d'ailleurs, « When will this fearful slumber have an end » Quand cet affreux sommeil finira-t-il? C'est un cri extraordinairement moderne que nous pourrions pousser maintenant. C'est le cri qui monte
du fond de cette première tragédie, d'un monde déchu et livré au mal. Marcus lui rappelle ensuite ses souffrances les unes après les autres, en l'excitant à ne plus se contenir, mais à se déchaîner, à s'arracher les cheveux, et en trouvant étrange son silence et son calme. Puis, abîmé en lui-même, Titus rit. Ha, ha, ha. Pour saisir la psychologie du rire, il suffit de se référer au commentaire génial de Coleridge sur la frivolité d'Hamlet, aussitôt après la rencontre du spectre. Lorsque l'esprit est tendu, écrit-il, au-delà de ses capacités normales, il se protège en changeant entièrement de disposition. Le terrible confine du reste au risible, et le rire peut même manifester l'horreur ou une angoisse excessive, comme il manifeste la joie. Mais au-delà de la psychologie, le rire épouvantable de Titus ne représente-t-il pas aussi le nadir de la tragédie? Le point où même le rire, même ce signe éclatant du bien-être du corps et de l'esprit, s'engouffre dans le malheur. C'est le rire fou, une syllabe répétée en deçà du langage, n'est pas vraiment un mot, qui serait la réaction ultime et presque diabolique à un monde insoutenable. Dans sa toute première tragédie, Shakespeare écoute ce rire tragique, le contraire absolu du rire de l'allégresse et du rire de l'émerveillement qu'il répandra dans ses comédies. Il va aussitôt au fond négatif du tragique, afin de laisser s'exprimer toute la monstruosité d'un monde déchu. Il supprime presque entièrement ce que j'ai appelé les premières et troisième phases de la tragédie, mais il faudra revenir au dénouement dans un autre cours, afin de poser, dans une œuvre qui, loin d'être un péché de jeunesse, représente un commencement tout à fait rigoureux, le problème que la tragédie doit résoudre, et afin d'explorer sans concession le terrible et le pitoyable qu'elle va prendre en charge. Il se refuse tout confort, non pas parce qu'il ne croit à rien, mais parce qu'il laisse volontiers de côté le secours que pourrait apporter la pensée religieuse ou humaniste. Nous sommes au XVIe siècle. Il semble vouloir contempler l'origine de la tragédie dans le sentiment que l'on peut avoir en réfléchissant à la fois sur la cruauté de la vie et sur la joie de vivre, que quelque chose de désolant s'est passé, qu'une catastrophe a déjà eu lieu, que cela ne va pas. Il est certain que si c'était tout, s'il avait continué à écrire des tragédies refusant de sortir de la déchéance du monde, d'aller au-delà de la dureté de la vie, nous aurions eu raison de nous sentir frustrés. À quoi bon étaler un scepticisme définitif? À quoi servirait de se concentrer sur le mal sans remarquer le bien, sans chercher dans une situation critique les ressources du vivre et de l'être, sans faire intervenir, puisqu'il s'agit d'un écrivain, les ressources de la poésie. Mais Shakespeare ne s'arrête pas là, et dans Roméo et Juliette, il va changer entièrement de perspective. Dans sa première tragédie, Shakespeare se tourne vers l'histoire de Philomèle, fable fondamentale pour un écrivain sur les rapports entre la violence et la poésie. Le choix est remarquablement juste, puisque la tragédie, c'est précisément la violence et la poésie qui paraissent ensemble. La tragédie s'intéresse
de par sa nature même, à la rencontre de la violence que l'on découvre au cœur de la vie et de la poésie que l'on crée afin de lui répondre. Et Shakespeare semble vouloir sonder, dès le début, la valeur de la poésie. Titus Andronicus et Roméo et Juliette représentant, de ce point de vue, les deux faces d'une même enquête. Tous les lecteurs de Titus Andronicus s'étonnent, je l'ai dit, de la disparité entre l'horreur et une grande élégance d'écriture. Mais quel est le rôle de cette élégance? Pourquoi? La disparité est surtout sensible à certains moments de l'acte 2. Marcus trouve Lavinia, sa nièce, qu'il aime, dans le bois, mutilée et violée, et se lance dans une longue tirade d'une 50aine de vers. Il lui demande qui a taillé les deux branches de son corps, qui formaient autrefois circling shadows kings have sought to sleep in, un cercle d'ombre où des rois ont cherché à dormir. Il voit à sa bouche a crimson river of warm blood, un flot cramoisi de sang chaud, qui monte et descend entre ses lèvres roses avec la respiration de son souffle mielé, like to a bubbling fountain stirred with wind, comme une source bouillonnante agitée par le vent. Son agresseur, dit-il, ne l'aurait jamais attaqué s'il avait vu those lily hands tremble like aspen leaves upon a lute and make the silken strings delight to kiss them. Ses mains de lys frissonner comme feuilles de tremble sur un luth et donner aux cordes soyeuses le plaisir de les embrasser. Les spectateurs voient une jeune femme ensanglantée, terrifiée, mais ils entendent une poésie délicate qui évoque les présents de la nature, les arbres, les sources, les fleurs, comme les délices de la musique. Cette beauté si étrangement hors de propos n'est pas uniquement celle du passé de Lavinia, puisque sa langue coupée crée dans le présent la source vive qu'effleure le vent. Nous assistons même à la naissance de la poésie, dans les métaphores et les comparaisons par lesquelles l'imagination travaille le monde pour le renouveler dans l'esprit, en rapprochant, par exemple, le plaisir de voir des doigts de femme scintiller sur un instrument à cordes et celui de voir frémir des feuilles de tremble. Shakespeare semble s'intéresser en premier lieu à la distance entre la violence tragique et la poésie, à la disposition de la poésie à produire inlassablement ses propres images, un monde en soi de beauté et de musique, et à sa possible inaptitude à se charger de façon adéquate du malheur. En réfléchissant sur la poésie, comme sur le terrible et le pitoyable de la condition humaine, le jeune Shakespeare semble avoir voulu écrire d'abord une œuvre où il envisagerait le pire, où il prendrait au sérieux la possibilité que la poésie ne soit autre qu'un beau mirage, une façon de dire des choses captivantes en sondant la créativité de l'esprit et le potentiel de la langue dans un domaine clos, sans effet sur le réel. S'il met en doute, cependant, le pouvoir du verbe dans un monde déchu, ce n'est pas par un désespoir définitif, et dans Roméo et Juliette, il commence à rendre les mots capables de dire le mal.
d'être à la hauteur à la fois du malheur et de la beauté, et à étudier l'œuvre vitale de la poésie. On sait que dans cette autre tragédie, la poésie abonde. Elle devient surtout une force vive, car si Shakespeare continue de s'émouvoir du leurre de l'imagination, il cherche en premier lieu à reconnaître et à rehausser la beauté du monde et de la femme. Sa poésie est parfois conventionnelle. En parlant des promenades solitaires de Roméo, Benvolio et Montaigu évoquent The Worshipped Sun, le soleil vénéré, qui commence à regarder par The Golden Window of the East, la vitre d'or de l'Orient, ou qui écarte The Shady Curtains of Aurora's Bed, les rideaux ombreux du lit d'aurore. Il est à remarquer que même des personnages peu poétiques, Benvolio et Montaigu, ne font pas allusion au monde naturel sans vouloir l'embellir. Mais faut-il penser que Shakespeare se moque ici du langage poétique de ses contemporains, comme on le dit souvent, ou qu'il l'imite aveuglément, comme on le dit aussi, ou prend-il plaisir plutôt à écrire ces images traditionnelles qui, par le fait même qu'ils ont survécu depuis l'époque d'Homère, le lit d'aurore, etc., attestent le désir de la poésie de transfigurer le visible. On peut avoir une raison sérieuse d'écrire de façon conventionnelle. Ailleurs, il use de sa propre imagination. Lorsque Roméo veut jurer sous le balcon de Juliette par la lune, that tips with silver all these fruit tree tops, qui argente la cime de tous les arbres du verger, l'exaltation de l'amour l'incite à prendre conscience de la nature et lui permet d'y percevoir une poésie mystérieuse, où le clair de lune ne touche au-dessus des ombres que le haut des arbres. La rencontre de Juliette, c'est en effet pour Roméo la découverte de la beauté et pour Shakespeare l'occasion de mettre en œuvre les ressources de la poésie. Lorsque Roméo la voit pour la première fois à la fête nocturne chez Capulet, il part dans des vers rimés, riches d'hyperboles et de comparaisons pour dire qu'elle doth teach the torches to burn bright, qu'elle apprend au flambeau à resplendir, qu'on la dirait suspendue upon the cheek of night as a rich jewel in an Ethiop's ear, à la joue de la nuit, comme un riche joyau à une oreille éthiopienne, ou qu'elle ressemble à une snowy dove trooping with crows, à une colombe neigeuse dans un vol de corbeaux. Quand elle paraît plus tard à sa fenêtre, la lumière qu'il voit dans la nuit, pense-t-il aussitôt, c'est the East and Juliet is the sun. C'est l'Orient et Juliette et le soleil. Quand ils se réveillent de leur unique nuit d'amour, ils sont tous les deux ouverts à la poésie du réel, aux rossignols qui chantent nuitamment dans le grenadier, aux étoiles, à ces bougies de la nuit qui se sont éteintes, et au jour joyeux qui stands tiptoe on the misty mountain tops, qui se dresse sur la pointe des pieds au sommet brumeux de la montagne. Leur découverte l'un de l'autre, c'est la découverte aussi de la beauté qui les entoure. Et alors que la poésie dans Titus Andronicus se séparait du monde dans une triste autonomie, elle a pour tâche ici de rechercher le réel et de le renouveler. Et c'est littéralement la poésie qui permet à leur amour de se créer et de se dire, puisque les premiers mots qu'ils échangent composent peu à peu un sonnet. C'est dans la 5e scène, autour du 20-92. Ils explorent l'un devant l'autre
le sentiment nouveau qu'il commence à éprouver en participant à l'élaboration d'un poème. C'est curieux, c'est même merveilleux, qui aboutit, avec le distique final, à leur premier baiser. Dès son éclosion, leur amour se confond avec la poésie, il est poésie, il ajoute infiniment à la poésie du réel. Ou bien, Shakespeare laisse-t-il comprendre qu'en vivant leur amour comme s'ils étaient des personnages dans un sonnet, ou dans une suite de sonnets, comme on en écrivait au XVIe siècle, Roméo et Juliette jouent à être des amoureux poétiques sans vraiment s'aimer. Il est vrai que Roméo s'est déjà imaginé amoureux de Rosaline, qui n'était pour lui que l'occasion de plonger dans une mélancolie adolescente et agréable et de faire des phrases. Il est vrai aussi que le chœur qui revient au début de l'acte 2 pour un autre sonnet déclare que Roméo, comme Juliette, est bewitched by the charm of looks, ensorcelé par le charme des yeux. Il est vrai, finalement, que le rapport entre leur amour et la poésie amoureuse de l'époque, les sonnets, diminue à mesure que la pièce avance. Le chœur ne revient plus, les vers rimés se font plus rares. Mais il se trouve après tout dans une tragédie. Et c'est précisément la beauté poétique de leur amour qui est menacée. Et s'ils sont ensorcelés, ce n'est pas par la beauté physique, ni par de beaux yeux en particulier, mais par le regard de l'autre, looks, par le regard de l'autre, par le pouvoir pénétrant d'un autre être. Dans son essai Rhétorique et théâtre poétique de 1919, T.S. Eliot, que l'on ne peut guère accuser de se laisser trop facilement séduire par le romanesque, estime que Shakespeare présente ces deux amoureux comme perdant la conscience de leur moi séparé, afin de montrer l'âme humaine en train de s'oublier. En effet, après tout l'enivrement de la scène du balcon, et au moment où Juliette se retire, Roméo n'explore pas ses émotions, mais dit tout simplement à Juliette qui ne peut plus l'entendre, « Sleep dwell upon thine eyes, peace in my breast. » Que le sommeil repose sur tes yeux et la paix dans ton cœur. Il a été guéri, en fait, de son amour pour Rosaline et de sa propensité au faux amour. Juliette lui a déjà parlé ainsi. My bounty is as boundless as the sea. Vous voyez pourquoi j'ai hésité. Il y a une sorte de jeu d'assonance dans le vers. Un jeu d'assonance tout à fait significatif. My bounty is as boundless as the sea. My love as deep. The more I give to thee, the more I have. For both are infinite. Ma munificence est comme la mer, illimitée, et mon amour aussi profond. Plus je t'en donne, plus j'en ai, car l'une et l'autre sont infinies. Et sous l'ardeur et l'exagération d'une jeune fille devant son premier et son grand amour, on sent l'immense sérieux du moment. Le fait que Juliette découvre en elle-même une capacité insoupçonnée à aimer et à se donner, et qu'elle la découvre en partie grâce à cette comparaison poétique avec la vaste mer. La poésie participe dans Roméo et Juliette à la révélation de la beauté du monde et d'une certaine beauté de l'être. D'où cette idée extraordinaire
et réjouissante de tirer toute l'action de la pièce, d'une pièce de théâtre, vers le sonnet, vers une forme exceptionnellement ordonnée et concise, qui sert à réunir l'amour naissant des deux personnages principaux, qui échangent des quatrains et des tercets, et à résumer dans le prologue, comme je l'ai dit la semaine dernière, enfin dans le cours dernier, la tragédie entière. La poésie est solidaire avant tout ici de la première phase du tragique, d'une splendeur du monde qui est en partie détruite par l'hostilité absurde, inexpliquée des Montaigu et des Capulet, et par de simples accidents. Roméo aurait pu être informé que Juliette avait pris une drogue, elle aurait pu se réveiller quelques minutes plus tôt. Des accidents révélateurs de la malchance qui traîne dans un monde déréglé. La fragilité dans un tel monde de l'amour, de la beauté, de la poésie, se voit dans le fait que le sonnet des amoureux commence aussitôt après des menaces en aparté de Tybalt, qui prévoit avec une certaine clairvoyance que le doux se changera bientôt en amer, et qu'un deuxième sonnet, commencé aussitôt, est interrompu. Mais la vertu de la poésie ne se borne pas ici à la beauté, à aider la beauté à se manifester. Elle se mesure aussi à la violence tragique. Dans Titius Andronicus, une poésie raffinée semble planer inutilement au-dessus de l'horreur, et on trouve une disjonction semblable à un moment dans Roméo et Juliette, où Capulet fait des phrases à propos de ce qu'il prend pour le cadavre de sa fille. Mais un peu plus tard, le même Capulet, après avoir noté son froid, sa pâleur et sa rigidité, dit simplement « Death lies on her like an untimely frost upon the sweetest flower of all the field. » La mort s'étend sur elle comme une gelée précoce sur la fleur la plus douce de tout le pré. Que demander de plus à la poésie? La vue et le toucher donnent à l'imagination de Capulet ce souvenir des gelées précoces. L'amour qu'il ressent pour sa fille se définit par l'image familière d'une fleur, plus douce que toutes les autres, et les figures, loin de se dissocier du corps et de l'être véritable de Juliette, permettent à son père non seulement d'exprimer sa tristesse, mais de dire, d'élever à la hauteur de la parole la vérité de ce qu'il sent. Il parle d'une voix autre, ayant atteint, grâce à la poésie, une sorte d'impersonnalité. Et qui d'autre que Shakespeare aurait continué comme il le fait? À l'arrivée de frère Laurent et de Paris, qui devaient épouser Juliette, Capulet dit que la mort, en déflorant sa fille, est devenue son gendre et son héritier. Lady Capulet se lamente sur la perte de sa seule enfant en faisant sonner comme un glas le mot « one », autrement dit, nous sommes dans la poésie. Puis la nourrice gémit ainsi. Oh wow, oh woeful, woeful, woeful day, most lamentable day, most woeful day, that ever, ever I did yet behold. Oh day, oh day, oh day, oh hateful day. Ô douleur, ô jour douloureux, douloureux, le jour le plus lamentable, le jour le plus douloureux que j'ai jamais encore connu. Ô jour, ô jour, ô jour, ô jour, ô Dieu. On dirait les méchants vers, répétitifs et emphatiques et comiques de Bottom dans son rôle de Pyrame à la fin du songe d'une nuit d'été. Le langage de la nourrice, cependant, n'est-il pas étrangement émouvant?
On la sait loquace et un peu niaise. Mais on a vu aussi qu'elle est dévouée à Juliette. Et c'est maintenant son impuissance à faire plus que réitérer des plaintes qui expriment son déchirement. Et si on trouve dans ces vers une grande compassion de la part de Shakespeare, on y trouve également l'œuvre profonde de la poésie. Comment écrire de façon satisfaisante dans une tragédie ou ailleurs sur la violence et sur l'absolu de la violence qu'est la mort, en inventant un rythme, une musique, en imaginant une manière neuve de penser la mort dans l'univers de la mémoire, en atteignant une poésie qui modifie la conscience, une parole qui ajoute au langage. C'est ce que Shakespeare fait pour Capulet. Mais il faut sans doute être un grand écrivain pour reconnaître que, dans certaines circonstances, une poésie apparemment médiocre peut exprimer, elle aussi, le fond d'une émotion véritable, et que pour une race qui vit de langage, la pauvreté est parfois aussi précieuse que la richesse. C'était L'éloge du savoir, les cours du Collège de France par Michael Edwards. Réalisation Malika Mesgash.